Alors aujourd'hui, on va parler des gens qui ont une mauvaise estime d'eux. Je peux pas faire mieux comme intro aujourd'hui. Alors je te préviens, c'est la 3e vidéo d'une trilogie de vidéos sur l'estime de soi. Dans la première, je t'expliquais pourquoi c'est difficile de le définir le concept. Dans la deuxième, je te disais pourquoi c'est bien d'avoir une estime de soi élevée. Et dans la troisième, on va voir qu'est-ce que c'est une estime de soi faible. Si tu veux savoir où se situe, je te rappelle que le questionnaire le plus utilisé est celui de Rosenberg, que tu trouves facile sur internet. Bon alors faire ces vidéos, c'était complètement le bordel, parce que l'estime de soi, c'est un des concepts les plus étudiés en psychologie, et il y a des résultats dans tous les sens. En plus, si tu as vu la première vidéo, tu sais que c'est un concept flou, et pour comprendre cette vidéo, je t'encourage quand même à voir les autres, parce que sinon tu vas te poser beaucoup de questions au cours de la vidéo. Comme il y avait trop de sujets dont je pouvais parler, j'ai décidé de en choisir complètement au hasard. Donc la vidéo va être un peu bordélique. On va d'abord parler de plein de concepts liés à une faible estime de soi que tu connais pas et qui sont intéressants à savoir pour comprendre les gens. Après, on verra pourquoi ça fout la merde rapidement une faible estime de soi. Ah oui, et on fera un petit schéma, un petit modèle qui te permet de comprendre comment changer ton estime de toi et comment ça marche quand on essaie de changer l'estime de quelqu'un. Donc je te résume vite fait quand même les vidéos au cas où pour te remettre dans le bain. En gros, l'estime de soi, c'est un concept à la croisée de plusieurs autres domaines de ta vie. Elle dépend de tes compétences, mais aussi de comment tu te traites, comment tu te positionnes socialement, etc., etc. Avoir une bonne estime de soi, ça agit pas forcément énorme dans ta vie directement. Par contre, ça te permet d'obtenir des avantages qui en retour t'offrent de l'estime, qui en retour te facilitent la vie, qui en retour changent ton estime. Globalement, on voit que l'estime des gens augmente au fil de leur vie, car les gens se construisent une meilleure vie au fil du temps, gagnent en compétences, se trouvent un réseau social. Inversement, une estime de soi plus faible peut t'entraîner dans des cercles vicieux où tu finis de plus en plus mal et avec une estime de toi de plus en plus faible. Globalement, si tu as une faible estime de toi, mais ta vie te convient très bien, il n'y a aucun intérêt à en changer ou travailler dessus. L'estime de soi, c'est pas une fin en soi. Donc on va revenir sur des concepts importants que l'on doit prendre en compte quand on a une faible estime de soi en premier. L'idée, c'est que l'estime de soi, c'est une sorte de filtre qui va te faire analyser la situation différemment. L'estime de soi faible, elle entraîne des biais que l'on connaît assez bien, on va en voir quelques-uns. Les premiers sont liés à des histoires de locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est le sentiment de contrôle que tu as sur les événements. Il y a deux pôles, le locus interne où tu vas te considérer responsable de ce qui t'arrive, et le locus externe où tu considères l'environnement comme responsable. Tu comprends par exemple que les narcissiques, ils ont un locus externe sur tout ce qui peut arriver de mal. Ça ne peut pas être de leur faute, c'est celle des autres. Eh bien, dans la faible estime de soi, on observe un locus externe pour les réussites et un locus interne pour les défaites. En gros, une personne à faible estime d'elle-même réussit un examen, reçoit un compliment, cela sera pour elle plus dû à la chance, à la gentillesse des gens qu'à ses compétences propres. Au contraire, si ça se passe mal avec un proche, la personne à faible estime d'elle aura plus tendance à considérer que c'est sa faute. Évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est une histoire de degrés. Sur la dernière histoire, par exemple, il y a un continuum entre la personne qui va douter de soi après la discussion et la personne qui est persuadée d'avoir merdé et se flagelle en continu. Cette histoire d'attribution, elle est très importante, car ça explique parfois qu'une personne qui améliore sa vie n'améliore pas son estime d'elle, parce que ça change pas sa vision d'elle. Par exemple, c'est ce qui se passe dans le syndrome de l'imposteur, où les gens se trouvent dans une position de par leur qualité et leurs compétences, mais ne savent pas le reconnaître. Ils ont donc l'impression de ne pas valoir leur position et sont alors mal à l'aise. Et ceci peut s'expliquer par un locus pas assez interne. Et le fait que les femmes soient plus touchées par ce syndrome va me permettre de parler d'un autre phénomène qui est lié à la faible estime de soi, c'est l'ambiguïté attributionnelle. L'ambiguïté attributionnelle, ça désigne la difficulté qu'ont les personnes dominées dans un contexte à interpréter les feedbacks des gens. Par exemple, si tu es le petit canard boiteux de ta famille, il y a déjà la vision qu'on a de toi qui s'imprime en toi, mais cela rajoute aussi un autre phénomène, c'est le doute. C'est qu'une fois cette stigmatisation intégrée, la personne devient moins sûre de comment elle doit interpréter les retours. Un commentaire négatif est-il exagéré ou est-ce que j'ai vraiment merdé ? Est-ce que ce commentaire gentil, il est dû à mes capacités ou à de la gentillesse de la personne d'en face ?
Et ce concept peut se décliner dans plein de positions de domination, que ce soit dans les violences conjugales, les minorités, les stéréotypes négatifs que n'importe quel groupe reçoit. Les personnes sont alors dans le doute de comment interpréter une situation, comment elles sont impliquées dans cette situation, ce qui va rendre plus difficile leur positionnement et la clarté de ce qu'elles sont et comment elles doivent se situer. Et ne pas être clair sur où tu te situes, c'est pas bon pour l'estime de soi. Ça a même été étudié, on appelle ça la clarté du concept de soi. La clarté du concept de soi, cela désigne à quel point ton identité te paraît claire. Plus tu définis clairement ce que tu es, meilleure ton estime est de toi, car d'une part tu as moins de doutes, donc moins de portes ouvertes à des pensées dépréciatrices comme peuvent l'avoir les gens en ambiguïté attributionnelle, et de deux, tu as aussi un bouclier contre les remarques, car tu sais où tu vas avec toi-même. Par exemple, si tu sais que toi tu es un boxeur et que tu dois boxer, tu n'en auras rien à foutre de la personne qui va te dire mais t'es pas gracieux, franchement t'es moche. Parce que toi tu veux juste gagner tes combats. Alors clarté, ça veut pas dire stabilité. Si tu changes tous les 6 mois d'identité, c'est pas un souci. La clarté, c'est plutôt à quel point ton identité englobe ce que tu es de manière cohérente. Et des fois, penser que tu es un extraterrestre sur cette planète, c'est une identité qui peut s'intégrer parfaitement dans ton parcours de vie. Je rappelle que l'identité, c'est pas la réalité, mais c'est le récit que tu fais de ta vie et comment tu la décris. Donc pour l'estime, il vaut mieux quelqu'un qui croit n'importe quoi mais l'intègre de manière cohérente, à lui, que quelqu'un qui doute de ce qu'il est. Car du coup, il est plus sensible aux commentaires extérieurs. Ça me paraissait important de présenter ces quelques complexes, car ils complexifient un peu la compréhension de l'estime de soi, et sont importants pour une phase dont on va parler plus tard. Par exemple, ça introduit la notion de doute, et le fait que le doute peut venir flinguer ton estime de toi, et quelque chose potentiellement à travailler. De plus, il montre que l'estime de soi, c'est insidieux en fait. On n'a pas besoin de te flinguer directement pour flinguer ton estime de toi. Juste quelques stéréotypes sur les ingénieurs informaticiens vont faire qu'une femme va douter de sa place si elle est en informatique et ça va l'influencer négativement. Juste le fait que la société mette en avant des extravertis va te faire voir comme plus négativement ton côté introverti. Bref, l'estime de soi, elle dépend de ton environnement, et des fois ton environnement la rabaisse ou te fait douter de toi, ce qui rend sa stabilité plus compliquée et ça a des conséquences. Donc j'avais sauté le sujet, mais l'estime de soi, ça a une influence sur la santé mentale et inversement. On voit par exemple que tu as plus de probabilité d'être dépressif car les pensées que tu as sur toi sont plus négatives. Tu es plus anxieux car comme tu estimes moins tes capacités, tu es plus catastrophique dans tes scénarios et tu penses moins que tu vas t'en sortir, ce qui crée plus d'anxiété. Tu as plus de chances d'avoir des troubles du comportement alimentaire car tu cherches à contrôler ton corps pour augmenter ta valeur. Les troubles de la personnalité, mis à part l'antisocial et le narcissique, risquent d'augmenter car tu es plus biaisé négativement sur toi. Tu es plus insécure affectivement car tu as plus de probabilité de croire que les gens vont te laisser tomber parce que tu es une merde. Et tout ça est bidirectionnel parce que le moindre problème va jouer sur l'estime que tu as de toi. Ce qui fait que quand des psys voient un patient, il est très rare qu'il n'ait pas un déficit d'estime d'eux-mêmes et que ce déficit empire le problème initial. Maintenant, si tu as écouté les vidéos précédentes, tu sais que les chercheurs disent de ne pas focaliser sur l'estime de soi, car le faire sans régler les problèmes initiaux, c'est un peu de la perte de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit schéma de ce qui se passe quand ton estime de toi te flingue pour que tu comprennes ce que l'on peut chercher à changer. Donc, super schéma. Attention. On commence par la ligne de base. La ligne de base, c'est comment tu te vois. Que ce soit je suis nul, je sais pas travailler, je suis un imposteur, on s'en fout. Bref, il y a une vision négative de toi. Cette ligne de base, elle vient de ton éducation, ta biologie, la société dans laquelle tu vis. Prenons une situation banale, un oral. Tu penses que tu es mauvais à l'oral, parce que tu bégayes et que les gens vont se moquer de toi. Cette image de toi te fait avoir des prédictions négatives sur la situation. Par exemple, t'estimes être nul, donc tu penses que les gens vont se moquer de toi. Cette prédiction, elle entraîne plusieurs conséquences. 1. Tu es plus stressé, donc tu as plus de chances de bégayer, effectivement. 2. Tu vas mettre en plus des comportements inadaptés pour éviter le problème. Ici, par exemple, ce serait de ne pas parler très fort pour pas qu'on t'entende bégayer. La conséquence de tout ça, c'est que t'as pas été bon à l'oral. La prof t'a repris pour parler plus fort et ça fait réguler le con du groupe. La conséquence est négative. Tu fais donc une interprétation négative de ce qui s'est passé et qui en plus confirme ta ligne de base. Et tu peux appliquer ce schéma à tous les domaines de la vie dont on a parlé. On a donc l'idée principale. Une faible estime de soi amène des conséquences dans ta vie qui t'amènent alors une faible estime. Sauf que dans ce modèle,
on a les étapes intermédiaires qu'on essaie de gérer avec les patients. La première des choses à faire si tu veux changer ton estime de toi, c'est de partir de ce que tu souhaites changer dans ta vie. Imagine, tu te trouves nul et on t'apprend à faire de l'aquaponie. Si tu t'en fous, c'est du gaspillage d'énergie. Imagine, tu penses qu'on peut pas t'aimer. Et du coup, quelqu'un te propose un relooking. Tu n'en as rien à foutre. C'est aussi du gaspillage d'énergie si en fait t'as rien à foutre de ton look et tu penses pas que ta valeur est basée sur ton corps. Donc, pour lutter contre une faible estime de soi, faut d'abord connaître les conséquences qu'on veut avoir dans la vie du patient. Ou de toi. Il faut avoir un objectif réel, car une estime avec une vie pourrie, ça sert à rien. Et de deux, si on n'arrive pas à prouver dans la vie réelle à ton cerveau que tu as tort de penser ce que tu penses de toi, ça marche pas très bien. L'auto-persuasion, ça marche très mal. Donc, que ce soit améliorer ses relations sociales, être en couple, ne pas faire d'attaque de panique, être meilleur en sport, l'important c'est d'avoir une cible qu'on peut modifier. Évidemment, une cible réaliste est importante si tu veux pas te toller. Si tu veux par exemple être le numéro 1 mondial dans 6 mois, c'est mal barré pour ton estime de toi parce que tu n'auras jamais comme affirmation, ça se trouve que tu es le numéro 1 mondial. Par contre, si tu prends pour cible, je veux faire le maximum pour être le numéro 1 parce que mon identité, c'est de le faire le maximum, là c'est tout à fait possible et on peut l'atteindre. Bon, mais ça, en général, les gens ils demandent des choses plutôt simples pour l'estime. Donc pour savoir où aller, on fait en fonction des valeurs du patient, en fonction des modèles de vie qu'il a, en fonction de ce qu'il veut devenir. Bref, tu as un objectif, et le but est de faire en sorte que ton estime ne t'empêche pas de l'atteindre. Et ici, il y a 10 000 techniques différentes qui vont plus ou moins fonctionner selon la personne et le problème initial. Ça va dépendre aussi de la force de la ligne de base. Si tu es un ado timide, discuter des prédictions et prendre du recul peut suffire. Si tu as été traumatisé ou maltraité, remettre en question la ligne de base, c'est super compliqué, ça prend parfois des années avant de changer un comportement inadapté. Bref, pour changer l'estime de soi, on se met d'abord en situation pour que la personne avance sur des points qui lui tiennent à cœur, que ce soit s'affirmer, être sûr de son identité, avoir une copine, avoir des amis, quitter les gens qui font du mal, réussir ses études, etc. Et on fait en sorte que les comportements aillent dans le sens de l'objectif désiré. Et ensuite, il y a l'autre sens, il y a l'autre flèche qui consiste, une fois que tu as obtenu une réalité qui te convient, que c'est un effet sur ta ligne de base. Ce qui ne marche pas, par exemple, dans le syndrome de l'imposteur. Et c'est pour cela que je t'expliquais tous les processus avant, comme le locus, l'ambiguïté attributionnelle. C'est parce que c'est ces processus qui vont empêcher la personne de reconnaître que son image est pas si pourrie que ça. La personne qui parle à l'oral et ça se passe bien, s'il interprète que c'est parce que la prof a été sympa, ça va rien changer à son estime. Alors des fois ça bloque parce qu'il y a du doute, comme on a vu. Des fois ça bloque parce que l'environnement empêche la prise en compte de cela, comme un enfant qui réussirait bien à l'école, mais que le parent lui dirait que c'est pas assez bien ce qu'il a fait à l'oral. Des fois ça arrive qu'avec le patient on se plante sur la ligne de base. Par exemple, ça arrive fréquemment qu'un patient se pointe en disant qu'il est nul à son travail et il veut mieux faire. Donc on s'arrange pour qu'il gère mieux et ça change rien. Et bien des fois, c'est que la ligne de base qu'on estimait ici, je ne sais pas travailler, c'était pas la bonne. Ça m'arrive avec des patients, que la ligne de base, en fait, soit je ne serai jamais assez bien. Et du coup, quoi qu'on ait foutu dans la thérapie, c'était foutu, puisque c'était jamais assez. Donc, il faut trouver ici un objectif qui ferait dire au patient, en fait, ce que tu as fait suffit, et pas un objectif où on le rend meilleur. Bref, il est très important de remettre en cause la ligne de base et que la réalité vienne remettre en cause. Pour prendre une métaphore qui te résume comment c'est changer l'estime de soi, imagine quelqu'un qui a peur d'avoir une mauvaise note. T'as beau essayer de le rassurer, ça sert pas à grand chose. Ce qui va le rassurer, c'est de voir qu'il a une meilleure note. Donc quand il y a quelque chose à changer dans l'estime de soi de quelqu'un, c'est bien de rassurer, mais si la personne a vraiment une mauvaise estime d'elle-même, ce qu'il faut faire, c'est changer des choses dans sa vie, comme on a vu dans la première vidéo. De manière générale, j'ai vraiment dû sélectionner ce dont j'ai parlé parce que le sujet était vaste. Je t'encourage à utiliser le schéma dans plusieurs situations de ta vie, car tu trouveras plus facilement ce qui déconne et ce qui t'empêche d'avancer. Bon voilà, c'est pas du tout ce qu'il y avait à dire sur l'estime de soi, il y a encore plein de choses, mais si au moins là, ça te permet de pas payer une formation à 300 € où on va te faire dire de la merde sur ton estime de toi et comment la remonter, c'est déjà très bien.